Voilà, nous retrouvons Saint-Louis et l'expansion de l'ordre à son époque. Là, je vous ai fait un agrandissement de la province de France vers 1300, avec, j'ai surligné en jaune des couvents que l'on va évoquer, Valenciennes, Reims, Châteauroux. Vous voyez aussi ici Vézelay. C'est au sud de la province. Je rappelle, Vézelay, c'est le premier lieu d'implantation des frères. 그 13세기에 프란치스코 회가 전국적으로 프랑스에서 어떻게 퍼져나갔는지에 대해서 계속 말씀드렸습니다. 네, 표시된 그 곳은 좀 더 자세히 말씀드리려고 하는 수도원들이 자리 잡고 있는 도시들의 이름입니다. 발렌시엔, 렘스, 샤토루, 그 다음에 이수다인지 샤토루, 그 다음에 오늘 오전에 말씀드린 베즐레도 라코르델레가 자리 잡고 있는 베즐레. L'expansion des frères, mais aussi la présence des clarisses, des moniales, dès 1220 à Reims. C'est intéressant de se dire que dès 1220, du temps du vivant de Claire et de François, il y a des clarisses qui sont implantées à Reims. Elles sont présentes jusqu'à la Révolution. Et en 1933, vous avez des clarisses qui reviennent de Nantes et qui retournent à Reims. Aujourd'hui, elles sont situées en lisière, en banlieue de ville, à Cormontreuil. Et donc, en 2020, elles ont célébré leur 8e centenaire. Je vous ai montré en photo, alors à la fois le plan du couvent, du monastère à droite, et puis, vous voyez, le récit, la chronique, on vous dit, elle arriva en la ville de Reims l'année 1220 et fut reçue par monseigneur Guillaume de Joinville, archevêque de Reims, successeur, etc., lequel, ayant vu l'ordre qu'elle avait reçu, qu'elle avait de Saint-François et de Sainte-Claire, etc., etc. Ce récit, cette chronique, nous rappelle l'arrivée dès 1220, très très tôt, des clarisses à Reims. 프랑스 동북에 자리 잡고 있는 란스, 샴페인으로 굉장히 유명한 도시고요. 1220년도에 아직 성녀 클라라와 성 프란치스코가 살아 계셨을 때 그 나라의 스님들이 란스에 도착하셨고요. 아직도 거기에 계십니다. 그래서 그 2020년에 거기에 도착한 지 800년이 됐었고요. 그래서 도착하셨을 때 주교님께서 그들이 그 손에 들고 있는 아시시 프란치스코 성인이 서명하신 그 편지를 보고 그 수녀님 12명 환영하셨습니다. Là, je passe très rapidement sur ce que peuvent être des couvents français, donc au Moyen-Âge. C'est typiquement, là, c'est le couvent des Cordeliers du Mans. Donc, vous voyez ici l'église et à côté le cloître, le chœur des frères. On voit même les stalles dans lesquelles étaient assis les frères, l'autel au fond. Bon, je passe rapidement. Et après, ce sont deux églises, deux couvents très anciens, celui de Valenciennes et celui de Châteauroux. Je vous remonte les... Voilà. Assez rapidement. Cloister en anglais. Cloister en anglais. 뭐, 네, 이거를 그 당시에 자세한 것들을 말씀드리기 시작한다면 얘기가 길어지기 시작할 것 같아서 거두절미해서 그 당시에 그 수도원의 그 구조가 건축의 차원에서 어떻게 생겼는지 보여주는 거고요. 그다음에 이게 vous montrez l'endroit avec les stalles, vous revenez en arrière oui, là. Oui.
네. Alors là, vous voyez, l'endroit où les frères sont assis 네, 기도를 할 때 어디 앉아 있었는지 아주 자세히 보여주는 그 설계 도면이에요. 앉는 자리, 기도하기 위해서. l'autel au fond, là, l'autel. 네, 성무일도 할 때. 네. 그다음에 뭐 제단도 보이고요. 네. 그다음에 이제 1230년도에 지은 아주 지금 프랑스에 가신다면 보실 수 있을 그 발렌시에 그 프랑스 북쪽에 있는 성당, 이 다음에 샤토르에 있는 1250년도에 만든 것입니다. 이것도 거기에 가서 볼 수 있으실 것입니다. Alors l'influence directe des frères sur Saint-Louis. Là, on est à Saint-Louis, quoi. Ouais, on est à Saint-Louis. L'influence directe des frères mineurs sur le roi est certaine à partir de 1248. À cette date, le souverain s'apprête à partir pour la première fois en croisade. Il rend visite aux frères qui sont réunis en chapitre provincial à Sens. C'est un couvent de la province de France. Et on va s'intéresser à cette visite parce qu'elle nous est racontée par le témoignage d'un chroniqueur franciscain qui va être surpris par l'attitude de Saint-Louis. C'est le témoignage de Salim Bene de Adam. 네. 언제부터 루이스 9세에게 영향을 끼치기 시작했는지 정확하게 말씀드리자면 1248년도에입니다. 그 어디에서 상스이란 그 도시에서 어떤 그 경우에서 그 광구 차원에서 회의를 하고 계셨을 때 수사님들이 그 임금님이 그 십자군과 함께 그 예루살렘을 그 정복하기 위해서 재정복하기 위해서 출발하시기 직전에 수사님들과 대화를 나누셨어요. 근데 여기에서 강조하시고자 하는 것은 루이스 9세가 보여주신 지극히 겸손한 자세입니다. Le chroniqueur donc franciscain Salim Bene est très marqué, très surpris par l'attitude du roi. Il note que le roi arrive à l'église des frères non pas entouré de la pompe royale, c'est-à-dire de la magnificence royale, mais dans la tenue d'un pèlerin. Il n'est pas monté sur son cheval, mais il va à pied avec ses frères de sang, Robert d'Artois, Alphonse de Poitiers et Charles de Sicile. Salim Bene est frappé par l'humilité du roi de France et de ses frères. Je cite la chronique, « Le roi ne se souciait guère des nobles qui l'entouraient, mais plutôt des prières et de l'approbation des pauvres. » En réalité, il méritait davantage d'être appelé moine pour la dévotion de son cœur que chevalier pour son penchant pour les armes et la guerre. En entrant dans l'église des frères, il s'agenouilla fort dévotement devant l'autel et se mit en prière. Ouais. C'est un peu difficile à traduire. 왕, pas de problème. 왕이셨기 때문에 굉장히 뭐라고나 영광스럽게 그 성당 안으로 들어가실 줄로 알았더니 그것과 완전히 다른 모습을 보여주셨습니다. 이게 사치스러운 뭐 귀한 것 전혀 없이 특별한 것도 없이 장식품이 전혀 없이 박복 통틀어서 말씀드리자면 거품이 전혀 없이 보여주신 모습은 그 사실 그 기사 백마를 탄 그 기사 모습보다 수도자 관상 수도 생활하는 수도자의 모습이었습니다. 그리고 귀족으로부터 어떤 인정을 받으려고 하기보다는 기도를 하면서 그 가난한 사람들의 마음을 얻으려고 하는 모습을 보여주셨고요. 그리고 그 성당 안에 들어가셨을 때 무릎을 꿇고 앉으셨습니다. En sortant de l'église, le roi demande à s'entretenir avec les frères qui sont réunis en chapitre. Là encore, Salim Bene assiste à la scène, je cite, « Le roi commença à parler, recommandant sa parole, sa personne, celle de ses frères et celle de Madame la Reine, sa mère, et s'agenouillant avec dévotion, il sollicite humblement
les prières des frères. Donc vous imaginez, c'est le roi de France qui s'agenouille devant les frères. Les fils de Saint François qui assistent à la scène sont en larmes parce que tellement ils sont émus par l'attitude du roi. 행사가 끝나고 난 다음에 성당에서 나가셨을 때 수사님들과 함께 대화를 나누고 싶다고 말씀하셨고요. 그리고 무릎을 꿇고 앉아서 당신의 목숨, 당신의 형제들의 목숨, 그리고 당신의 어머님의 목숨을 수사님들한테 맡기셨어요. 기도해달라고 하시면서. 그리고 이걸 보고 아시지 프란시스코의 그 제자들이 눈물이 맺히기 시작할 수밖에 없었대요. Le roi ainsi que ses trois frères prennent ensuite leur repas avec les frères dans le réfectoire du couvent. Là encore, ça surprend beaucoup Salim Béné. Et parmi les convives, il y a le ministre général des frères, Jean de Parme, mais il y a aussi Eudes Rigaud qui vient d'être sacré archevêque de Rouen. Rouen, c'est une grande ville en France, en 1248. C'est intéressant de noter que 20 ans après la mort de François, il y a déjà des frères, il y a déjà un frère comme ça qui devient archevêque de Rouen. 그리고 나서 식당에 들어가서 수도원의 식당에 들어가서 자기 형제 3명과 함께 임금의 형제 3명과 함께 식당에 들어가서 수사들과 함께 식사를 하셨어요. 그래서 그 장면을 목격한 사람은 그 살림 베네 데 아담이란 사람만이 아니라 종봉사자 그 바르마의 요한뿐 아니라 직전에 루앙 그 대주교로 임명된 웨드 의드리고도 있었습니다. 그래서 임금 강조하시는 건 임금님이 그렇게 하시리라고는 아무도 예상하지 못했었다는 것입니다. Personne n'aurait pu imaginer la chose. Une telle évolution, voilà, c'est ça, de la part du roi. Hein, c'est son attitude qui 너무 뜻밖이었대요. Voilà. Donc, intéressant de voir aussi l'évolution de l'ordre. Là encore, l'autre fois, ce matin, je vous ai parlé du tournant pastoral de l'ordre pour se mettre au service de l'Église. Eh bien, je dirais qu'une des conséquences, c'est qu'il faut accepter que les frères les plus doués deviennent évêques. Hein. Et ça, probablement, François aurait eu du mal à l'accepter. 네. 오늘 오전에 샌드니에 가서 식당에가 아니라 시장에 다니면서 인기가 많아졌다는 걸 말씀드렸죠. 그리고 교회에서 이 수사들한테 여러 사조직을 맡길 수 있다고 생각하기 시작했기 때문에 결국은 신학까지도 공부하기 시작했고 가르치기도 시작했습니다. 더군다나 그 수사들한테 주교가 됐으면 참 좋겠다고 거절하지는 못했었대요. 아시지 프란시스코 성인께서는 그것까지는 승인하지 않으셨으리라고 그거는 no, 절대 안 된다고 말씀하셨을 것 같다고 주장하고 계십니다. Un autre épisode va beaucoup frapper Salim Béné, qui assiste toujours qui s'intéresse finalement au roi et qui suit le roi qui, toujours Saint-Louis, qui va en Méditerranée pour prendre le navire qui va l'emmener à la croisade. Il fait une halte à Vézelay, là où sont les frères. Et un dimanche, au petit matin, il quitte la ville avec ses frères et il se rend à la Cordelle. La Cordelle, donc le petit ermitage franciscain. Et là, voilà ce que nous raconte Salim Béné. Après s'être agenouillé et incliné devant l'autel, tandis que ses frères cherchaient des bancs pour s'asseoir, le roi de France, s'assoit par terre, dans la poussière, comme je le vis de mes yeux, insiste Salim Béné, car le sol de l'église n'était pas encore dallé.
Et il invite toute l'assistance, les frères mineurs et ses 3 frères de sang, à s'asseoir par terre à son exemple et à faire cercle autour de lui. Et il recommande une fois encore aux frères de prier pour lui, dans la perspective de la croisade. Là aussi, ça surprend énormément Salim Béné et tout le monde et toute l'assistance de voir ce roi de France se comporter comme un humble pèlerin qui s'assoit par terre, à même le sol. 네. 예루살렘에 가시기 위해서 지중해 안에 가서 항구 도시에서 배를 타셔야 했었습니다. 근데 도중에 베들레, 오전에 말씀드린 그 라코르델이란 수도원이 자리 잡고 있는 그 베들레에 가셨어요. 그리고 거기 그 성당 안에 들어가서 그 보장이 안 된 그 먼지로 된 그 바닥에 앉으셨대요. 그리고 같이 계시는 자기 형제 있었던 자기 형제 3사람한테도 그 모든 수사들한테도 이렇게 해달라. 제 주위에 먼지 안에서 앉아라. 그리고 한번 다들 앉고 난 다음에 우리를 위해서 기도해달라고 간절히 부탁하셨어요. On a vraiment l'impression que le roi Saint-Louis se comporte un peu comme un frère mineur. Et il va y avoir d'autres épisodes dans la vie de Saint-Louis où on va voir qu'il se comporte toujours comme un frère mineur. Quand il donne des conseils à son fils à la fin de sa vie, il l'invite, je cite, à avoir le cœur compatissant envers les pauvres et envers tous ceux que tu considéreras comme souffrants ou de cœur ou de corps. Et lui-même prend régulièrement soin des pauvres. Quand il visite les malades à l'abbaye de Royaumont et qu'il s'occupe en particulier d'un moine lépreux, est particulièrement difficile, vous allez voir, comment ne pas penser à François d'Assise dans son rapport lui-même aux lépreux. 바꿔 말씀드리자면 루이스 9세가 작은 형제의 모습을 당신의 행동으로 말미암아 늘 보여주셨습니다. 그리고 늘 자기가 주위에 있는 사람들한테 말씀하셨을 때 가난한 사람 앞에서나 고통을 겪고 있는 사람 앞에서 늘 자비심을 보여줘야 한다고, 자비를 베풀어 줘야 한다고 늘 강조하곤 하셨대요. Je vous cite parce que ça me paraît important de voir un peu dans le détail l'attitude du roi Saint-Louis avec ce moine lépreux. Il y avait à Royaumont un moine qui s'appelait Léger. Il était lépreux, vivait dans une maison à l'écart des autres. Il était si misérable et si abominable que ses yeux étaient si gâtés qu'il était devenu aveugle. Il avait perdu son nez, ses lèvres étaient fendues et enflées et les trous de ses yeux étaient rouges et hideux à voir. Or, le roi va prendre un soin particulier de ce lépreux. Et le fait d'ailleurs est connu, il sera rappelé par le pape Boniface VIII dans le sermon prononcé lors de sa canonisation en 1297. 네. 그래서 로야우몽이란 그 수도원에서 사는 작은 수사 중에 한 사람은 나병 환자였습니다. 근데 왠지 루이스 9세가 그 나병 환자에 대한 그 수사에 대한 상당한 그 애정이 생기셨어요. 그 수사님이 나병 때문에 격리돼서 완전한孤独에 빠져서 살 수밖에 없었고, 그리고 그 병 때문에 눈이 다 썩어 버렸기 때문에 구멍밖에 안 남았대요. 코도 사라진 상태였고 입술이 완전히 부어버린 상태였대요. Donc le roi va prendre un soin particulier de ce lépreux. On raconte par exemple qu'il s'agenouille devant lui, lui tranche la viande et lui met les morceaux dans la bouche. Il demande à ce lépreux, à ce moine, si des poules ou des perdrix qui lui feraient plaisir. Et le moine lui répond que oui, et il en fait venir de sa propre cuisine. Le lépreux ayant souhaité que les mets soient salés, Saint-Louis sale les morceaux, mais le sel entre dans les lèvres fendues
du pauvre moine et le fait souffrir. Alors le lépreux se plaint et le roi trempe les morceaux dans du sel pour leur donner du goût, puis enlève les grains de sel avant de le faire manger. Donc vous voyez, c'est un moine à la fois lépreux et puis il n'est pas facile à vivre, hein, il doit souffrir. Eh bien, on voit l'extrême délicatesse de Saint Louis à son égard. Et on peut imaginer qu'il a puisé ça chez François. 그 나병환자 앞에서 루이스 9세가 무릎을 꿇고 앉아서 그 보안자가 드실 고기를 먹을 고기를 잘랐었어요. 그리고 그 입에 집어넣었습니다. 그리고 그 나병환자에게 혹시 닭고기나 콩고기를 먹을 마음이 있나? 라고 물었더니 예라고 대답했습니다. 그래서 그 왕실에서 나오는 닭고기와 콩고기를 대접했었습니다. 근데 그 성격은 나병환자 좀 까다로웠었대요. 그래서 이거는 간을 잘 맞추어 달라고. 그래서 임금님께서 알아서 굵은 소금으로 간을 잘 맞추려고 노력하셨지만 그 나병환자가 먹었을 때 입술이 갈라져 있었기 때문에 소금에 comment dire, les grains de sel, 소금 알갱이가 이 갈란지 안에 들어가서 이게 아프다, 너무 아프다. 그러면 그래도 이게 간을 잘 맞추기를 요구했었기 때문에 임금님께서 방법을 찾아내셨어요. 그 먹을 고기를 그 소금물에 담갔다가 입에 집어넣었습니다. 그래서 그 짜면서도 그 고통을 일으키지 않게 해주셨대요. Et il semble bien que le roi Saint-Louis ne s'est pas occupé une seule fois de ce moine lépreux, mais il l'a fait régulièrement, à plusieurs reprises. Il va le voir, c'est un moine qu'il connaît bien. Là, je le dis tout de suite. 이거는 한 번만이 아니라 이게 연극을 잘하기 위해서 정치적인 목적으로 c'était pas du théâtre pour la politique. 꾸준히 그렇게 하셨다고 이야기를 해요. 그리고 이거는 송 프란시스코 아시지 프란시스코 송인한테서 배운 거는 아니고 뭡니까? 틀림없이 아시지 프란시스코의 행동 방식에서 온 그 자세라고 그 태도라고 생각할 수밖에 없대요. Un autre jour, un vendredi saint, il réside près de Paris dans son château de Compiègne et il visite pieds nus les églises de toute la ville de Compiègne. C'était sa manière de vivre le vendredi saint. Et là, encore une fois, il rencontre un lépreux dans la rue. Il met les pieds dans l'eau froide et la boue, et il donne l'aumône au lépreux et lui baise la main. Les assistants font le signe de croix et se disent l'un à l'autre, « Regardez ce que le roi a fait, il a baisé la main du lépreux. » Ce geste effectué en public n'est pas uniquement un geste, un signe de la grande charité de Saint-Louis, c'est aussi là un geste politique, une invitation au peuple à suivre son exemple. Et de fait, là, on voit comment l'influence de François sur Saint-Louis peut s'étendre plus généralement au peuple de France. 어느 날 곰피엥이란 그 도시에 그 자리 잡고 있는 궁궐에 머물렀다가 그 성금요일이라서 그 도시에 있는 모든 그 성당들을 맨발로 방문하곤 했었어요. 그 성금요일이라면. 근데 어느 날 그렇게 하시면서 나병 환자 하나를 만났고 그리고 무릎을 꿇고 앉아서 그 손을 입 맞추셨고 그 다음에 헌금을 주셨대요. 그렇게 하신 것이 굉장히 유명해졌죠. 근데 이거는 정치적인 목적으로 하신 것이라고 생각하기보다는 당신의 백성에게 이렇게 저처럼
했으면 좋겠다는 의미로서 하셨다고 생각해야 한다고 말씀하십니다. Quelques images au passage à propos de Saint-Louis. Sur cette image, vous avez sur la gauche typiquement une représentation de Saint-Louis jeune, c'est une statue du Moyen-Âge, et puis à droite, je vous ai mis la photo de la page de couverture de la meilleure biographie actuelle de Saint-Louis, celle de Jacques Le Goff. 그 왼쪽에 중세기에서 만든 그 루이스 구세의 그 스타츄, 그 조각, 전기이고요. 왼쪽에, 네네네. 동산, c'est de la pierre, c'est du bronze. De la pierre, oui, oui. Une statue de pierre. De pierre. 돌산입니다. 돌로 만든 동산. 맞아요? 네, 죄송합니다. 어떤 때는 뭐가 뭔지 휴저가 좀 나갑니다. 이 다음에 루이스 구세의 가장 정확한 자선 비오그래피, 전기예요. Le Goff이란 그 저자가 만든 그 루이스 구세에 대한 가장 이제 풍요롭고 정확한 전기입니다. Je passe rapidement. Saint-Louis a été très souvent représenté dans l'art en France. À gauche, vous avez un manuscrit où on voit Saint-Louis qui est, Saint-Louis qui est devant la couronne d'épines. Vous savez que Saint-Louis a récupéré cette très belle, très importante relique de la couronne d'épines qui est toujours à Paris. Et vous voyez derrière lui, il y a des frères franciscains qui sont derrière lui. Et de l'autre côté, vous avez là, c'est un vitrail où on voit là encore, très stylisé, Saint-Louis qui tient la couronne d'épines. 그런 왼쪽에서 그 루도비코 모시는 가시관, 예수 그리스도의 가시관을 모시는 것을 볼 수 있습니다. 그리고 마찬가지로 오른쪽에서 그 루도비코가 그 가시관을 à droite, maintenant vous passez à droite, 이게 그 가시관을 모시고 계셔요. C'est la couronne d'épines là au-dessus du calice, vous êtes sûr? Oui, c'est la couronne d'épines. 가시관 같이 생기지는 않았지만 구멍이 뚫린 빵처럼 생겼지만 가시관이래요. 확실히. Et alors là, on a le fameux moine lépreux, vous voyez, auquel Saint-Louis donne à manger. Hein. On voit Saint-Louis qui est agenouillé devant ce moine lépreux et qui lui donne on dit en français la béquée. Ouais. Et puis je pense qu'avec la main, il dit mais ça me brûle les lèvres. Oui, ça me fait mal. 그래서 지금 아까 말씀드린 대로 그 먹여주는 그 나병의 그림이고요. 그리고 입술이 이렇게 타니까 그만해 하라는 그 표시로 우리가 이해할 수 있습니다. 이렇게 손으로 stop, 그만. 이게 너무 탄다. 너무 따가워. 너무 따가워. Je continue un tout petit peu sur Saint-Louis pour vous montrer que Saint-Louis a été très célèbre dans l'iconographie, aussi bien par des statues. Là, c'est dans une petite église de Bretagne. Toujours Saint-Louis à gauche, tenant de sa main gauche la couronne d'épines. Et puis, à droite, ce que ça peut être aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est fait tatouer sur le dos la figure de Saint-Louis, avec, là encore, il tient la couronne d'épines. Hein, donc, c'est pas terminé, quoi. 그 왼쪽에 브르타뉴 지방의 성당 안에 우리가 볼 수 있는 그 왼손에 가시관을 들고 계시는 성 루도비코의 상이고요. 그리고 오른쪽에는 누군가 이게 뭐라고 문신 누군가 이게 언젠지 이제 최근의 일이에요. 이게 vous montrez le visage de Saint-Louis en bas, plus en bas. Alors c'est là. Non.
Voilà, c'est la gauche. 네, 성 루도비코고요. 그리고 자기 손에 양쪽 손으로 가시관을 올리고 있습니다. Alors, Saint-Louis n'est pas le seul membre de la famille royale à être influencé à cette époque-là par les frères mineurs. C'est aussi le cas, je vais passer un peu vite là, c'est aussi le cas de sa sœur unique, Isabelle, née en 1225. Sa sœur, donc Isabelle, selon sa biographe Agnès d'Harcourt, la jeune fille mène une existence singulière au sein de la cour. Elle refuse les projets de mariage, vit en sorte de laïque consacrée, visite les malades, elle est aussi cultivée, elle est capable de corriger une lettre en latin écrite par son chapelain en son nom. Têtue, elle résiste aussi bien à sa mère qui voudrait qu'elle se nourrisse mieux qu'au roi qui aurait bien aimé qu'elle lui donne le bonnet cousu de ses mains, bonnet qu'elle réserve à une pauvre femme. 마찬가지로 궁궐에서 루이스 9세와 함께 누가 사셨냐면 당신의 그 자매님 하나밖에 없었어요. 그 누나, 누이 아니 여동생이죠. 네, 여동생이죠. 그다음에 궁궐에서 살면서도 그 아주 다른 그 생활 방식을 따라갔었고. 결혼하라 시집 가라고 했음에도 불구하고 말을 안 들었었고 결혼 안 하려고 했었고 그 봉헌 생활을 병신도이면서도 봉헌 생활을 하면서 살다시피 하셨고 그리고 그 라틴어를 너무 잘하셨어요. 그래서 머리가 잘 돌아가셨다는 뜻이에요. 그리고 자기 고집이 있었습니다. 그리고 가난한 이들에 대한 그 자비심이 아주 두드러지게 많이 보였었대요. Isabelle va fonder un monastère pour des femmes, le monastère de Longchamp, et elle va particulièrement insister pour que la règle qu'elle va écrire porte le nom de sœur mineure enclose. Enclose qui veut dire cloîtrée. Hein. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que Isabelle tient beaucoup à ce nom de sœur mineure. Longchamp, je vois c'est là qu'il y a des courses de chevaux. C'est ça, aujourd'hui. 경마장이 있어서 굉장히 유명한 Longchamp이라는 곳에서. Là aussi où il y a eu les JMJ en 1997. 1997년도에 그 GMG가 거기 그 JMG가 있었습니다. 뭐 그건 그렇고요. 거기서 이사벨라가 그 작은 그 자매님들을 위한 그 수도원을 만들었습니다. Rapidement, là, cette image qui vous montre justement Isabelle, qui est c'est une scène qui a été rapportée après. Elle n'a jamais fait vraiment profession de Clarisse, mais on la reçoit donc dans l'abbaye de Longchamp. Et vous voyez dans cette scène le détail d'un autel avec François recevant les stigmates et à côté la statue de Sainte-Claire portant la monstrance. Là. Je vous indique les choses. Là, c'est ici et là. C'est intéressant de voir ce manuscrit. 잠시만요. 그러면 그 이사벨라가 보여요 왼쪽에. Vous pouvez montrer à gauche là. Isabelle. Alors Isabelle qui est là. Attendez, mais c'est la même représentation. Oui, c'est le détail. Oui. 그리고 그 액자 안에 무엇이냐면 그 상흔을 받고 있는 아시지 프란스교구 송인의 그 모습입니다. Derrière, là, on voit la construction de l'abbaye de Longchamp. 네, 그리고 그 뒷면에 보신다면 사다리가 보이잖아요. 이게 건축 중인 그 롱샹의 수도원.
Et puis là, 건물이 보이고요. ce petit hôtel à l'intérieur du manuscrit avec François recevant les stigmates. 네, ça je l'ai dit. Vous l'avez dit. 그리고 아까 통역에 드리지 않았는데, 근데 이사벨라가 그 수도원에서 사는 그 수녀님들이 작은 수녀님, 작다라는 걸 많이 강조하셨대요. 그러니까 그 낱말에 대한 애착이 보통이 아니셨대요. Alors j'évoque l'influence de François d'Assise, des frères mineurs, sur Saint-Louis, sur sa sœur, mais on peut se poser la question, et le peuple, est-ce que cette influence peut passer sur le peuple? Alors, on peut penser, donc, en particulier là je me fonde sur l'historien Jacques Le Goff, qui est vraiment spécialiste de Saint-Louis, que les franciscains ont contribué à la christianisation de la nouvelle société qui était alors née du grand essor démographique et économique des XIe et XIIe siècles. La France de cette époque est en pleine croissance économique et les frères, alors les frères franciscains, mais pas, faut reconnaître, pas uniquement les frères franciscains, les frères dominicains aussi, vont contribuer à la christianisation de cette société. Vous dites 11e et 12e là. Des XIe et XIIe siècles. D'accord. Voilà. 이게 11세기와 12세기 동안에 그 프랑스가 그리스도교화되어가는 그 시기입니다. 그 그리스도화되어가는데 지대한 역할을 한 그 수도회는 도미니코회와 프란시스코회라고 볼 수 있습니다. En particulier, là je vous cite Jacques Le Goff, les franciscains qui sont nés d'une réaction de l'esprit de pauvreté face à l'essor économique, à la diffusion de l'argent, au développement de la recherche du gain, ont inventé, non sans paradoxe, des solutions éthiques et religieuses qui justifient le marchand, et ils ont légitimé certaines opérations financières. Ils ont permis en somme le développement du capitalisme. 그 역설적으로 그 당시에 상당한 그 경제적인 그 발전이 있었던 것과 함께 자본주의가 탄생하기 시작했고 그리고 퍼지기 시작했습니다. 그래서 그 프란시스코회 그 수사님들이 그 이거는 타당하다, 이게 더럽지는 않다, 이거는 합리화했었습니다. 영적으로 이렇게 뭐 장사를 해도 수익 장사를 해도 된다는 걸 타당화했었습니다. Ce que les religieux mendiants, là je poursuis la citation de Jacques Le Goff, ce que les religieux mendiants ont proposé et partiellement réussi à imposer, c'est une moralisation de la vie économique et surtout de l'usage de l'argent. Les franciscains, avec lui, avec le roi, en s'appuyant sur lui et en bénéficiant de son soutien, ont marqué la mentalité française de cette légitimation moraliste et méfiante de l'argent et des affaires qui la caractérise encore aujourd'hui. En France, c'est pas toujours le cas, et pas forcément en Corée, ou surtout pas aux États-Unis, je pense. Ce n'est pas très bien vu d'être riche. On se méfie de celui qui va réussir financièrement. On se méfie. Eh bien, peut-être que cette méfiance, elle est due lointainement à l'influence des frères mendiants. 프랑스에서 여전히 현대 프랑스에 가신다면 돈에 대한 의심이 많아요. 부자에 대한 의심이 많습니다. 그 사업을 벌여서 성공하는 것을 좀 꺼립니다. 그래서 그 사고방식이 오늘날에 이르기까지 남아있다는 것은 프란시스코의 영향 때문이 아닌가. 왜냐하면 돈을 12세기에 활용하기 시작했을 때 한편으로는 왕실에서 루이스 9세가 돈을 사용하기를 원했었습니다. 무역하는 데 상당히 모든 일들을 편안하게 할 수 있게 해주는 돈이니까 받아들여야 했었지만은 프란시스코회에서 사용하되 조심해서,
그래서 그 사고방식이 오늘날에 이르기까지 남아있다고 말씀하고 계십니다. Au niveau local, les frères contribuent à la paix sociale au sein des petites villes où ils sont implantés. Le couvent accueille souvent dans son réfectoire les élections municipales et les rencontres du peuple, des élites en particulier, car on sait qu'à cette époque-là, les villes ne disposent pas d'hôtels de ville, de grandes salles de réunion. Alors quand les municipalités, quand les gens dans les villes ont besoin d'une salle de réunion, eh bien on va se réunir chez les frères, ce qui prouve quand même que la confiance que l'on met dans les frères. Autrement, d'une autre manière, il sert parfois le couvent d'entrepôt pour les poids et mesures utilisés par les commerçants. Vous savez que les commerçants, ils ont besoin des talons de poids et de mesures. Eh bien, et il ne faut pas toucher aux poids et aux mesures. Eh bien, quand ce qui paraît le plus précieux aux marchands des villes, on va l'entreposer chez les frères. De même, le matériel pour combattre les incendies. Le matériel pour combattre les incendies, on va le mettre chez les frères. 네, 그 수도원이 있는 도시에서 사회 평화를 유지하는 게 훨씬 쉬웠다고 지금 말씀하고 계십니다. 평화롭게 더불어 함께 살 수 있는 분위기를 조성하는데 수사님들이 큰 역할을 했었대요. 그 다음에 수도원 안에 도시 안에 없는 시청에 없는 공간이 있었기 때문에 그 공간을 여러 목적으로 사용할 수 있었습니다. 예를 들자면 어떤 회의를 해야 했었을 때 수도원 공간을 사용할 수 있게 허락했었대요. 또 하나는 투표해야 했었을 때 어디에 가서 투표할 것인가. 그러면 수도원에 가서 투표할 수 있게 공간을 마련해 주곤 했었습니다. 또 소방관들이 어디서 자기가 사용해야 하는 불을 끄기 위해서 사용해야 하는 그 도구들을 어디서 보관할 수 있을까? 수도원에 가서 보관하자. 또 무역하는데 저울이나 정량기구가 필요했었잖아요. 그리고 이건 정확해야 했었죠. 그러니까 위조해서는 안 됐었잖아요. 수도에 맡긴다면 안전할 것이다라고 생각하곤 했었습니다. Donc vous comprenez bien que les frères vont devenir souvent dans des villes extrêmement populaires. Extrêmement populaires. Il y a beaucoup de villes en France où vous avez même le couvent juste à côté de ce qui va devenir l'hôtel de ville, par exemple, ou le château, très très proches l'un de l'autre. Alors, le couvent devient très populaire, très bien ancré dans la ville. Et donc, il va susciter beaucoup d'aumônes et de dons en tout genre, notamment des legs pour faire dire des messes et des œuvres d'art pour décorer les églises. Et vous imaginez bien qu'il y a un risque à tout cela, c'est que les frères, je dirais, partagent trop deviennent trop riches finalement. Et c'est donc pour réagir à ces dérives il y a un risque d'enrichissement involontaire que cela comporte. On peut dire que les frères ont été victimes de leur succès. C'est une expression en français. On est victime de son succès. C'est-à-dire qu'ils sont tellement populaires qu'il y a beaucoup de richesses arrivent à eux. 실패는 성공의 어머니라고 하는데 여기서 좀 거꾸로 생각하셔야 돼요. 성공은 실패의 어머니라고 말씀하고 계셔요. 도시에서 살다가 자리를 너무 성공적으로 잘 잡으셨으니 인기가 막 올라갔습니다. 수사들이. 그리고 결국은 그 당시에 시청이 생기기 시작했었습니다. 시청이란 건물이 없었다가 생겼습니다. 근데 수도원은 바로 시청 옆에 자리 잡고 있을 때가 아주 많았었습니다. 그만큼 그 정권과 가까운 관계를 맺고 있었다는 뜻이에요. 그것과 함께 헌금이 많이 들어오기 시작했고, 그래서 많은 사람들은 그 유산을 남기면서 영원토록 우리 그 가족을 위해서 연미사를 봉헌해 달라고 부탁하거나 아니라면
그 성당을 위한 아름다운 뭐 아까 보여주신 돌상, 뭐 동상, 뭐 그림, 뭐 이게 뭐 장식품, 뭐 기타 것들을 많이 주고 있었습니다. 그래서 본의 아니게 강조하셨어요. 본의 아니게 부자가 된 거죠. 근데 너무나 부자가 됐기 때문에 본의 아니게 문제가 되기 시작했습니다. Toujours à l'époque de Saint-Louis, on pourrait évoquer, je passe rapidement là-dessus, mais je voulais vous montrer cet émail que je trouve superbe, l'influence de François et des frères sur l'art, sur l'iconographie. Regardez ce superbe émail qui date du XIIIe siècle et qui a été réalisé dans la région de Limoges. La région de Limoges, c'est dans le centre de la France. C'est un endroit où Saint-Antoine de Padoue est allé prêcher et les frères sont arrivés très tôt. Vous vous rendez compte que cet émail qui se trouve au musée de Cluny à Paris, il est bien antérieur, bien avant les fresques de Giotto à Assise. C'est bien antérieur. Hein, les fresques de Giotto à Assise, c'est 1300. Et bien là, on ne sait pas très bien, mais on dirait 1250. C'est après la canonisation de François, mais c'est vers 1250. Vous vous rendez compte? On trouve ça en France. Ça n'a pas été fabriqué en Italie, ça a été fabriqué en France. Je veux dire, ça prouve, vous voyez, l'influence de François et de ses frères, tout simplement sur l'art. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cet émail est tout simplement merveilleusement beau. 와, 이거는 지금 에나멜이라고 하고요. 한국어로 뭐라고 얘기를 해요? 에나멜지란. 이건 리모지에서 만들었습니다. 프랑스 서남 쪽에 계신다면 리모지란 그 도시가 있는데 그래서 거기서 만들었어요. 근데 지금 파리에 가신다면 클루니의 박물관이 있는데 이 예술품이 그 박물관 안에서 보관되고 있습니다. 언제쯤 만들었냐 하면 이게 핵심적인 질문입니다. 전 250년경에 만들었습니다. 그래서 아시지 프란치스코 성인이 돌아가신 지 몇 년, 수십 년 정도 지났음에도 불구하고 이미 그 예술에 지대한 영향을 끼치고 있었다는 것을 이 예술품을 통해서 우리가 알 수 있습니다. Alors, vous voyez, on peut parler d'un certain succès des franciscains en France à l'époque de Saint-Louis et de ce succès qu'ils connaissent. Bon, avec les conséquences éventuellement négatives que ça peut avoir sur leur manière de respecter la règle, d'être de vrais frères mineurs. Et c'est parce qu'il y a ces dérives, c'est parce qu'ils sont victimes comme je vous disais tout à l'heure, de leur succès, que périodiquement, vous allez avoir des réformes. Et là, je vous montre tout simplement un prédicateur de réformateur à l'époque de Luther. On est exactement à l'époque de Luther. Donc, c'est un prédicateur franciscain qui prêche à Toulouse. Et on a la très belle représentation. Il prêche en public. Et c'est une gravure qui montre sa prédication et qui illustre le début d'un de ses livres. Et après, je passe au Capucin assez rapidement. 그래서 보시다시피 그 아세지 프란치스코 용성 그리고 그 작은 수사들의 성공이 중세기의 보통이 아니었습니다. 근데 그 성공과 함께 온 거는 부자가 된 것인 것만큼 개혁자들이 정기적으로 갈 수는 없지만은 때때로 개혁자들이 나타날 수밖에 없었습니다. 지금 보여드리고 있는 그림에 그 나타나는 그 사람은 개혁자 중에 하나. 지금 그 강론하고 있는 사람, 프랑스 서남 쪽에 자리 잡고 있는 그 도로사시에서. 이게 지금 개혁하지 않으면 안 되나. 그리고 중요한 거는 루터의 시대와 똑같은 시대라고 말씀하셨습니다.
Ces prédicateurs, souvent, sont assez violents et invitent les gens à se débarrasser, pour faire pénitence, à se débarrasser de bijoux, de leurs bijoux. Et ils sont capables de demander, par exemple, aux femmes de lancer leurs bijoux sur une espèce de tas qu'on va donner après vendre pour les pauvres. 네, 그 사람들이 그 강론할 때 부드럽게가 아니라 굉장히 강하게 그리고 그 듣고 있는 그 여성들에게 뭐 귀걸이, 뭐 팔찌, 뭐 이게 모든 몸의 장식품들을 이게 그 독서대 앞에서 던지라고 그리고 그 강론이 끝나고 난 다음에 그걸 팔아서 생긴 돈으로 가난한 동네에 가난한 사람들 도와주겠다고 얘기를 하고 했었습니다. Alors maintenant, on va faire un saut en avant dans le temps, hein, et on va se retrouver au XVIIe siècle, le XVIIe siècle en France, avec les grandes réformes franciscaines que sont les Récollets et les Capucins. La période qui précède, c'est-à-dire la deuxième moitié du XVIe siècle, vous avez, est marquée en France par les guerres de religion entre protestants et catholiques, avec des massacres de tous les côtés. Hein. Vous avez le célèbre, tristement célèbre, du massacre de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572, à gauche. Hein. Et puis, ces massacres vont aussi avoir des conséquences néfastes sur les couvents, sur les frères. Il y a des frères qui vont être pris et martyrisés. Vous allez voir des couvents qui vont être brûlés, détruits. Ce qui fait que, après les guerres de religion, vers la fin du XVIe siècle, les couvents, les ordres religieux sont vraiment dans un état à la fois moral et matériel très détérioré. Hein. Vous avez sur la droite, là, ces pauvres religieux qui sont pendus. Hein, ce sont des frères qui sont pendus et on retrouve leur nom dans les martyrologes. 그 16세기는 그 종교 간 그 전쟁의 세기입니다. 그 종교 간 그 전쟁이 일어났을 때 수도원 안에서 편안하게 살 수는 없었습니다. 사회 안에서 일어나는 사건들로 말미암아 지대한 영향을 받을 수밖에 없었기 때문에 그 수도 생활이 많이 이게 정신적으로도 영적으로도 물질적으로도 엄청나게 그 복잡해졌대요. 그래서 이게 질적으로 수준이 많이 떨어질 수밖에 없는 그 상황이었대요. 그리고 오른쪽에 보이는 거는 나무가지에 그 목을 맨 그 수사, 그 작은 수사 두 분이십니다. 그 순교하신 그 수사들입니다. 그리고 하나를 지금 그 아래 쪽에 보신다면 살해하는 중입니다. Il y en a un qu'on est en train d'assassiner là à la base de l'image. Bien sûr, oui. Je voudrais savoir combien de temps reste pour la troisième période là, jusqu'à quand on a 4 minutes et 20 secondes. 4 minutes, d'accord, très bien. Pendant que après les guerres de religion, le fait qu'il y ait en France des guerres de religion, ce qu'il n'y a pas eu par exemple en Italie, fait que les réformes dont je vous parlais à l'instant vont être un peu plus tardives, vont arriver plus tardivement que dans d'autres pays. Mais ceci dit, en France, vous avez surtout eu deux réformes de frères qui sont très proches. Vous avez la réforme des Capucins et la réforme des Récollets. Parfois même, on parle des frères Récollets qui commencent à la fin du XVIe siècle. À la fin du XVIe siècle. Et à droite, vous voyez là, sur la carte, vous avez la carte des couvents de Récollets à la fin au moment de la Révolution française. Donc vous voyez, imaginez la richesse franciscaine de la France au moment de la Révolution française. C'est-à-dire que vous avez à la fois cette carte des Récollets, mais vous avez aussi pratiquement une même carte des Cordeliers, mais vous avez aussi une même carte des Capucins. Et toutes ces cartes se superposent. Ce qui vous fait qu'il y a un maillage, il y a une densité de couvents très importante au niveau de la France
au moment de la Révolution française. 네. 그 프랑스 대혁명이 일어나기 전에 프랑스에서 프란시스코 수도원이 너무나 많았습니다. 지금 그 오른쪽에 있는 그 지도에 보이는 그 수도회는 레콜레였을 뿐 추가하셔야 할 거는 이것과 비슷한 그 지도를 만들어서 카푸신이고 또 그 고르들리에입니다. 그래서 얼마나 풍요롭게 그 수도 생활을 하고 있었는지 이것만 봐도 우리가 알 수 있습니다. 또한 그 개혁할 필요가 있었다고 계속 강조하셨는데 큰 개혁이 두 개를 그 언급할 만하다고 카푸신의 개혁 그리고 레콜레의 개혁이라고 그리고 언제 있었냐 하면 16세기 말 무렵이에요. Je termine pour bien vous situer comment ce que sont que des récollets. Le mot récollet, c'est un mot qui vient du latin recolligere, qui veut dire, et qui a donné recollectus, qui veut dire revenir à soi. Les frères récollets, ce sont des frères qui ont le sens de la retraite, le sens du recueillement. Hein, et là, c'est une partie de l'héritage franciscain. Je dirais, c'est le parti de l'ermitage. Et parmi les récollets, vous voyez, ils sont installés certains ermitages. Là, c'est un ermitage qui se trouve tout près d'une grande ville française qui s'appelle Grenoble. Et dans la montagne que vous avez juste en face de vous, là, eh bien, vous avez sous le rocher les frères qui étaient là, qui avaient une vie en ermitage. 네. 오른쪽에 보이는 거는 산 그 속에 석굴이잖아요. 그 석굴에서 그 작은 수사들이 같이 살고 계셨어요. 그리고 그 위치가 뭐냐면 프랑스의 그 그르노블시 그 바로 옆에 있는 그 왼쪽에 보신다면 큰 산이 있잖아요. 그래서 그 산 안에 있는 그 산 중덕에 있는 석굴이에요. Récollet, 이것으로 맞춰야 해요. Je traduis ça puis vous arrêtez. Récollet라는 말씀은 무슨 의미냐면 렐리가레, 이게 라틴어에서 온 것입니다. 뭐 라틴어라고 그러면 무슨 의미일까? 자기 안으로 그 자기 자신 안으로 참나해로 돌아오는 뜻이에요. 이게 그 신을 바깥 세계에서 세속에서 찾는 것보다 자기 안에서 찾는 그 정신을 그 드러내는 이름이에요. 레콜레라고 할 때. 네, 이것으로